Ah, il y a... Vas-y, bah serre-toi. Bonjour à tous. Oula, pas crier. On m'entend bien au fond? Ouais, nickel. On va attendre une ou deux petites minutes le temps que tout le monde rentre, qu'on rajoute peut-être une ou deux chaises, parce que j'ai l'impression que ça coince niveau place. Donc déjà, bienvenue à la première conférence du thème 2, plus dédié au côté agricole, de la transition bas carbone. Donc il est 15h10, on va se donner jusqu'à 15h55, donc il y aura une petite présentation de 30 minutes, puis 15 minutes de questions-réponses. Voilà, la conférence est filmée. On va attaquer. Donc le thème de la première conférence, ça va être le processus de mise en place d'un projet bas carbone sur une ferme. Donc on a la chance d'avoir Thaïs, qui est conseillère à la Chambre d'agriculture, et Michael, qui est éleveur laitier dans le Rhône. Donc moi, je vais laisser la place. Il y a un micro là-bas, si vous voulez, je ne sais pas comment vous souhaitez fonctionner. Et donc on peut démarrer. Donc 30 minutes de présentation, les questions après, pendant 15 minutes. Et voilà, moi, je suis là pour contrôler le temps et je laisse la place. Bonjour à tous. Donc voilà, moi je suis conseillère à la Chambre d'agriculture et donc je travaille principalement avec les éleveurs laitiers et donc sur une approche systémique, et une partie de mes missions concerne le carbone. Donc on accompagne les éleveurs avec ces diagnostics d'empreinte carbone dans différents cadres. Le label bas carbone, c'est un des cadres dans lesquels on travaille sur l'empreinte carbone. Donc l'intérêt de s'engager dans ce label, c'est d'abord de faire un état des lieux de l'exploitation, de son fonctionnement d'un point de vue global, et donc de se situer par rapport à des références, d'identifier des marges de progrès. Ensuite, le fait, donc ça c'est simplement la première étape du label bas carbone. Et ensuite, donc, s'ils choisissent de s'engager, ça va permettre, quand il y a un projet de réduction d'empreinte carbone, de valoriser en fait les efforts qui sont mis en place via la vente de crédits carbone. Et puis, ça permet aussi, cet accompagnement, il a lieu sur plusieurs années, donc d'aider à la mise en place du projet, à la mise en place des changements de pratiques. Donc pour vous détailler un peu plus comment ça se passe, donc la première année, on réalise un diagnostic d'empreinte carbone, donc qui permet de faire un état des lieux de la situation. On identifie des marges de progrès, alors c'est conjoint avec l'agriculteur. Donc nous, on identifie, les conseillers, un peu toutes les pistes qu'il pourrait y avoir, et puis l'agriculteur choisit celles qui lui parlent le plus, qui vont avec son projet. Ensuite, à mi-parcours, on a une visite pour vérifier, pour voir où en est la mise en œuvre du plan d'action. Est-ce qu'il y a des choses à ajuster ? Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont déjà atteints plutôt que prévus, le contraire? Et ça permet d'aider à garder le cap sur le plan d'action qui avait été défini au départ. Et puis, en dernière année, au bout de 5 ans, on fait un diagnostic final qui permet de vraiment constater tous les changements qui se sont mis en place, et donc de faire la différence par rapport à l'état initial. Alors du coup, peut-être, Michael, tu peux présenter un peu ton projet. Donc bonjour à toutes et à tous, donc je vais me présenter rapidement. Michael Gonin, donc je suis producteur de lait à Amplepuis dans le département du Rhône, c'est à 1 heure de là, au nord.
Je suis associé avec mon frère, on a une centaine de vaches laitières et on, on utilise environ 120 hectares. Je ne sais pas si je fais l'historique un petit peu maintenant de la démarche. Oui, Ouais. ouais. En fait, donc je me suis installé en 2003, associé donc avec mon frère et ma mère, et on a mis en place un atelier de chèvres laitières, vaches laitières, jusqu'en 2012. En 2012, on a arrêté l'atelier de chèvres laitières pour se consacrer à la vache laitière. Et puis, eh ben, un petit peu dans le rush, tout le temps, parce que installation, départ en retraite, tout le temps des nouveaux projets. Et on s'est retrouvé de 2012 à 2016 avec des déficits fourragers un peu chroniques. Alors, du coup, ben, il fallait acheter des résultats économiques pas forcément au rendez-vous, toujours par rapport au travail fourni. Et là, eh ben, on s'est posé 5 minutes et on a dit on va faire un cap de zère. On ne sait jamais, ça peut nous aider, ça peut nous orienter. Donc en 2017 ou 2018, on a fait un premier cap de zère parce que la démarche nous plaisait, parce que c'est vraiment une approche pas très contraignante, une approche technique qui finalement, cette démarche, elle vous prend comme vous êtes et vous met une photo du travail que vous réalisez et puis ben, charge à vous de changer ou non, quoi. Et donc, oui, pardon. Je me souviens plus du cycle exact, mais c'est le diagnostic d'empreinte carbone, un outil qui a été développé par l'IDEL, l'Institut de l'élevage. Ouais. Je retrouverai le cycle exact, mais je ne l'ai plus. Donc du coup, on a réalisé ce premier diagnostic qui a mis en évidence plusieurs choses. Donc déjà, il nous manquait d'outils d'économie d'énergie. On pouvait mettre des outils d'économie d'énergie sur notre ferme. Trop d'animaux improductifs, donc trop de bêtes élevées par rapport au volume qu'on produisait. Des choix de systèmes fourragers peut-être de moins en moins adaptés au climat. Enfin, c'est des pistes qui nous ont été proposées. Des bâtiments pas toujours très bien aménagés. Et pas de sources d'énergie renouvelable non plus. Donc ça a été plusieurs points qui nous ont été mis en évidence et de ce premier cap de zère, eh ben, on a décidé finalement d'attaquer les travaux. Alors on s'était donné plusieurs années pour le faire. On en a réalisé quelques-uns et puis après, moi personnellement, je suis un petit peu investi au niveau de la profession. Et j'ai entendu parler du label bas carbone et de l'organisme Dunater qui cherchait des volontaires pour rentrer dans la démarche d'économie de carbone. Et je me suis dit, étant investi, j'ai dit, bah, tant qu'à faire, hein, si on veut dire aux autres d'y aller, il faut y aller soi-même. Hein. Donc j'ai fait partie des volontaires en disant, peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de gains, peut-être que j'aurai pas un super plan, mais ça se tente parce que cette démarche, l'intérêt qu'elle a, c'est qu'elle est pas, comment dire, c'est pas qu'elle est pas contraignante, elle est pas, on y arrive ou on n'y arrive pas, quoi. On y va de son propre gré, on se dit ça je peux le faire, ça je peux pas le faire, et puis ma foi à la fin on fait les comptes et s'ils sont positifs tant mieux. Et c'est vraiment ça qui nous a permis d'y aller. Donc voilà, on s'est lancé dans la démarche de cette action-là. Donc, alors on avait fait un plan. Alors, je sais pas vous comment ça s'est passé quand vous avez fait votre maison ou je sais pas quoi. Mais moi, chaque fois que j'ai fait un plan, j'ai jamais respecté à la lettre. Mais à la fin, j'ai eu une maison. Donc là, bizarrement, j'ai l'impression que ça va être la même chose. Donc, on s'était dit, on va améliorer l'autonomie protéique en implantant de la luzerne. Je crois qu'on avait dit implanter une dizaine d'hectares de luzerne. J'en avais avant quand j'avais les chefs, j'avais arrêté pour des raisons fourragères et techniques, parce que la luzerne, c'est pas simple à mettre en place. Puis on a dit, allez, si on le faisait avant, on va le refaire. Non, pas de bol. Je vous dis déjà, je suis pas à la hauteur que j'avais annoncé. On est en année 3, je suis pas à la hauteur parce que le climat fait que, eh ben, il nous aide pas. Des conditions sèches pour implanter la luzerne, c'est difficile. Enfin, je vous passe les détails, mais là, je suis à peine dans l'énoncé, mais par contre, on compense par plus de prairies longue durée. On a toujours une roue de secours en fait. Et ce qui compte, c'est vraiment la ligne d'arrivée. Diminution des achats de tourteaux de soja, ben, en fait, vu ce qui se passe en ce moment avec l'inflation et tout, et sur les matières premières, techniquement, sur la diminution, vous y allez. Ça a pris plus de 70% le tourteau de soja, donc vous cherchez des alternatives. Donc on utilise des drèches de brasserie.
Donc pour le moment, le gain économique est encore au rendez-vous. Si la drèche de brasserie augmente pas trop, ça ira. Enfin, on est toujours, c'est un équilibre instable, hein, parce que voilà, on gère une entreprise quand même, hein, donc il faut qu'il y ait un revenu à la fin. Mais voilà, le choix qui a été fait ces 2 dernières années, c'est ça. Diminution de la fertilisation azotée. Alors, on en a tous conscience, sauf que mine de rien, quand il n'y a plus de fertilisation du jour au lendemain, vous avez un petit problème de stock, qu'on le veuille ou non. Mais voilà, c'est dans la réflexion et on implante justement des prairies multi-espèces qui demandent moins de fertilisation azotée. On a un objectif de mieux valoriser aussi nos ressources, notamment les fumiers et les lisiers. Il y a un côté technique, on a acheté en CUMA, donc à plusieurs, un épandeur à Pandilla. Donc normalement, techniquement, on valorise plus les effluents. Donc je vous dirai ça dans 1, 2 ou 3 ans. Mais sur le principe, sur le papier, pour le moment, c'est mieux. Donc on verra. Mais c'est vraiment dans cette démarche-là, les investissements. Et on a adhéré à cette idée-là par le label bas carbone. On a dit là, il y a une opportunité d'y aller, on y va. Après, diminution du labour. Eh ben oui, parce que c'est bien pour la planète, on est d'accord, mais c'est aussi bien pour l'agriculteur, hein, parce que le temps qu'on passe à pas labourer, eh ben, on fait autre chose. Mais c'est pas aussi simple que ça. Je vous le dis tout de suite, quand je vous disais qu'il y a des petits mouvements, ça marche très bien sur les prairies, ça marche très bien sur les céréales, ça marche un petit peu moins bien sur les cultures de maïs fourragé. Et quand je dis un petit peu, je suis prudent. Et aujourd'hui, on est très très piano sur le non-labour en maïs fourragé parce qu'on vraiment les rendements sont pas en rendez-vous et en fait on se rend compte que pour l'aspect technique, si on veut avoir un rendez-vous, il nous faudrait de l'eau, il faudrait arroser pour compenser le non-labour et aujourd'hui on n'a pas forcément la capacité d'arroser dans notre zone. Donc voilà, on essaye d'avancer tout doucement, mais il y a des choses, c'était facile sur le papier, dire on va faire ça, donc il y avait un gain de X à la fin. On se rend compte qu'au bout de 3 ans, j'espère qu'on va y arriver, hein, on va faire le bilan milieu en cours, quoi. Mais on n'est pas totalement dans le plan. Je pense qu'on est dans l'économie. Parce que vraiment, voilà, on a cette ligne d'arrivée en tête et j'y tiens, même si les gains sur la ferme, ils sont pas énormes parce qu'on a déjà fait des choses avant. C'est plus personnel en disant, voilà, si on peut faire quelque chose, on va le faire. Après, je sais pas si... Donc, ouais, diminution de l'âge du premier village. Alors ça on y a réussi. Je peux quand même dire ce qu'on a réussi. Ça, c'est bon, ça a marché. On y est et on avance très bien. On gagne 2 mois par an. Par contre, ça demande. Il y a un autre truc qu'on n'avait pas calculé, c'est faire mettre bas les génisses plus tôt. Ça demande une alimentation plus poussée, avec plus d'énergie. Cette énergie, eh ben, il faut la produire, parce qu'on ne va pas l'acheter. Et en fait, c'est là où on arrive avec l'équation. Eh ben, si on a des mauvais maïs et qu'on veut faire les plus jeunes, et on a un problème, quoi. En fait, on est là. On est dans comment on croise tout. Donc, on a fait le choix. Ça, vu que je veux le dire, je le maîtrise bien. Je garde ça et on met en stand-by le TCS sur maïs en silage. Parce que je suis pas sûr de réussir là. Là, je suis sûr de réussir. Et après, eh ben, engraissement des génisses, vu le changement climatique, on a mis un holà là-dessus. On diminue plutôt en cheptel pour avoir une autonomie fourragère sur l'exploitation. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, changement de pratique d'épandage. Donc, pandillard. Et là, on va sûrement construire une fumière couverte pour garder nos fumiers à l'abri et pour éviter qu'ils soient exposés à la pluie et aux intempéries durant l'année. Bon, là, ça, c'est le projet à venir dans les 1 ou 2 ans qui vont. Et mise en place des panneaux photovoltaïques. Alors là, c'est au-delà de notre volonté. Ça fait 1 an que j'attends l'accord d'Enedis pour qu'ils me donnent le feu vert. Les panneaux sont achetés, le bâtiment est fait et les panneaux attendent. Et dès qu'ils me disent c'est bon, on y va. Mais je les attends, donc c'est pas notre sort. Mais c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Produire, enfin voilà, je veux pas vous mentir, moi j'ai une âme de producteur. Je me suis installé à 20 ans, moi j'avais envie de produire. Je voulais pas regarder, je voulais produire. J'ai produit du lait de vache, j'ai produit du chèvre. Enfin, j'aime ça. Et produire de l'énergie, je trouvais que c'était boucler la boucle parce que voilà, il y a un côté aussi autonomie, hein, là-dedans. Donc on aurait pu produire de l'énergie il y a déjà 1 an. J'ai voulu attendre un peu parce qu'on nous a proposé un contrat d'autoconsommation revente et je trouvais ça encore plus de sens pour la ferme.
de pouvoir autoconsommer son énergie et revendre le surplus. Enfin, vraiment, c'est notre philosophie. Hein. Et on a voulu attendre un petit peu, mais ce contrat traîne un peu. Et voilà, on n'en est pas maître, pour le coup. Mais dès que c'est bon, c'est parti, quoi. Donc voilà, j'ai essayé d'être un peu bref et clair. Et du coup, ouais, peut-être pour compléter sur ces leviers, donc il y a un impact carbone là, qui a été quantifié dans la simulation qu'on a fait de mise en place de leviers, mais ça permet aussi d'autres gains, notamment de consommation d'énergie. Acheter de la drèche plutôt que du soja qui vient de très loin, ça consomme moins de ressources énergétiques. Sur la fertilisation azotée, il y a l'aspect gaz à effet de serre, mais aussi qualité de l'air avec moins d'ammoniac dans l'air, donc c'est un précurseur des particules fines. Donc en termes de qualité de l'air, ça a aussi des intérêts. Et puis, ouais, donc ça rejoint le changement de pratique d'épandage. Et puis, bon, les panneaux avec la production d'énergie ici, voilà, Michael en a parlé. Et donc, ce qui est important peut-être de retenir, c'est notamment le fait que on construit vraiment le plan carbone ensemble, enfin, sur le projet de l'agriculteur, parce qu'il faut qu'il puisse le mettre en place, qu'il ait envie de le mettre en place. Donc, avec des objectifs réalistes et parfois ambitieux, mais En fait, je suis cette entreprise comme beaucoup d'entre vous. Vous me ferez pas faire ce que j'ai pas envie de faire. Non, mais faut le dire quoi. Au bout d'un moment, il y a la théorie et puis il y a la réalité. Donc voilà, quand on a fait le diagnostic, on m'a dit faudrait changer ça, 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 ça et ça. Là, on a mis un holà à plusieurs données en disant fallait que je change mon bâtiment, il est en fausse caillebotis et c'est pas génial. Mais non, ça je changerai pas. Enfin voilà, le bâtiment il est fait, quand il sera amorti et plus qu'amorti, on verra. Pour le moment, non, on change pas quelque chose qui. C'est pas de l'idéologie non plus, hein. Faut que j'en vive du truc. On m'a dit si t'achètes plus de soja, c'est encore mieux. C'est quand même un très bon produit le tourteau de soja. Alors oui, le problème c'est de là où il vient. Mais le tourteau de soja en lui-même, c'est un très bon produit. Donc voilà, il faut qu'on arrive à jauger, il faut qu'on mette un curseur à un endroit, ce qui est acceptable économiquement et ce qui l'est moins. Donc tout est dans le compromis en fait. oui, du coup, ouais, je donnerai ça après. Donc pour récapituler les gains, donc on en a parlé, hein, mais notamment la réduction de la dépendance aux achats de tourteaux aussi, donc être un peu moins sensible au cours de ce produit. Tout ça, ça permet, il y a quand même une réduction importante de l'empreinte carbone, donc de vendre ces crédits carbone. Là, le plan, c'est prévu 11 000 € sur 5 ans. Donc c'est un peu un bonus qu'on espère avoir à la fin, sachant que ça représente, c'est un montant, mais à 2 associés sur 5 ans, c'est du bonus, quoi. En fait, on n'a pas fait ça pour ça. Hein. Enfin, je pense que vous auriez compris. C'est plus, voilà, ça nous tenait à cœur, ça nous plaisait, la démarche nous plaisait, mais vraiment, c'est la démarche, vu c'est un bonus. Ça nous permet aussi de ne pas changer de cap sur la ferme. On adapte le cap, on ne le change pas. En fonction de la situation, on essaye, je trouve que le terme il est adapté, on essaye de diminuer notre empreinte carbone, on essaye de compenser, mais on ne peut pas se mettre en péril pour une rémunération qui est à ce niveau. Donc aujourd'hui, on a fait un choix. Voilà, il y a un niveau de rémunération, on fait ce qu'on peut, mais entre guillemets, pas plus. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on tiendra le cap, quoi. On n'a pas tout changé. Et malgré toutes les turbulences qu'on a vécues depuis 3 ans, à la fin, on sera au rendez-vous. C'est même le propre de l'agriculture, hein, c'est d'être au rendez-vous à terme du plan, hein, toujours, il me semble. Et puis peut-être une petite ouverture, c'est que donc ce projet, ce label, ça permet d'accompagner les projets. Donc quand il y a vraiment un changement, on passe d'une certaine empreinte carbone à une autre. Pour les situations où l'empreinte carbone elle est difficilement réductible, ils ne peuvent pas rentrer dans ce label. Et donc il y a un peu la question de comment financer ces pratiques vertueuses qui sont déjà dans le haut du panier et comment garantir un peu leur pérennité dans le temps. Ouais, maintenant on peut peut-être passer aux questions.
Juste si je peux rajouter là-dessus, enfin, il y avait quelque chose qui nous, avec mon associé, qui nous plaisait, c'était justement cet aspect liberté. Aujourd'hui, vous prenez une mesure agro-environnementale, elle est figée. Vous vous engagez dans une mesure, elle est figée, le contrat il est celui-ci, il y a un montant de X. Par contre, si vous avez un aléa sur votre ferme, qu'il soit technique, climatique ou économique, ben, si vous ne rentrez plus dans les clous, vous rendez les 5 ans si vous n'allez pas au terme et c'est fini, quoi. Là, ben, ma foi, on fait les comptes à la fin et on a fait ce qu'on a pu. Et je trouve que voilà, on a l'esprit beaucoup plus libre, on peut essayer des choses et que demain, c'est mon avis à moi, figer l'agriculture d'un carcan, c'est dangereux. La laisser s'épanouir et en tirer les bienfaits à la fin, c'est bénéfique. Donc je crois vraiment à ce genre de démarche. Laissez imaginer les agriculteurs, laissez travailler les agriculteurs, laissez les faire, et à la fin vous ne serez pas déçus, quoi, si j'ai envie de dire. Alors d'attendre la fin si ça nous a freiné, moi personnellement, vu qu'on comptait pas vraiment là-dessus, pas spécialement. Et donc ça serait un bonus, quoi. Ça serait un bonus. Mais en fait, ces améliorations, je vais le dire franchement, je pense que je les aurais fait quand même. Peut-être pas à un rythme comme celui-ci, mais vu que ça rentre dans une logique d'entreprise, bah, j'ai envie de dire, il y a pas de problème. Après, des améliorations, on n'avait pas un gros montant. J'ai des collègues qui ont des montants plus conséquents. Parce qu'on avait déjà fait un cap 2 en 2018, on avait acheté un chauffe-eau solaire, on avait mis des pré-refroidisseurs à lait, ça fait gagner 4 degrés sur le lait, mais c'est 4 degrés en refroidissement, c'est énorme en électricité. Enfin, on avait mis des néons à LED, on avait déjà un petit peu travaillé, quoi. Donc je pense que si on n'avait rien fait du tout, les gains auraient été x2, x3. Peut-être que, ouais, ou alors j'aurais été jeune installé avec une trésorerie un petit peu plus courte, j'aurais peut-être été un peu plus impatient. Après, voilà, il y a un acompte en milieu de parcours. Si votre masse elle est grosse, l'acompte il sera intéressant aussi s'il y a beaucoup de boulot, hein. Là, c'est que je suis peut-être pas le bon exemple. C'est que voilà, il n'y a pas un gros, il y avait pas un gros boulot, ou alors je me suis pas engagé sur des gros changements. Mais donc aujourd'hui, je suis plutôt serein. Mais pour moi, je le répète, je pense que ça, on y sera à la fin. Donc, d'une manière ou d'une autre, on y sera. C'est là le bémol. Et il faudrait déjà qu'on imagine l'action d'après. Comment on. Alors, je vais parler un peu. Comment on préserve en fait le système, le modèle. Aujourd'hui, vous êtes sur une région où le modèle il est plutôt pas mauvais. Où il y a pas mal de prairies, où il y a du sens. Il y a du sens à la production. Et quand on se balade dans le monde, et j'ai eu un peu de chance de me balader dans 2 3 pays, quand on voit l'agriculture, comment elle évolue, et qu'on rentre chez soi, on se dit, eh ben, si on veut que ça dure, ce petit truc-là, parce qu'on est, il me semble, le modèle le plus durable au monde, on a été élu il y a 2 ans, si on veut qu'on garde le modèle un peu agricole français, familial, eh ben, il va falloir qu'on trouve des solutions, il va falloir qu'on trouve des fonds, parce que croire qu'on puisse lutter contre de l'agro-business, hein, c'est ça, hein, eh ben, on n'y arrivera pas forcément. Si on nous met en concurrence directe, on n'y arrive pas forcément. Donc ouais, le côté modèle, le côté carbone, le côté durable, je pense qu'il faudra arriver à le rémunérer un jour. Il faudra au moins arriver à en prendre, mettre la reconnaissance qu'il faut. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est le défi de demain. Quand tous mes collègues auront fait le cheminement comme on est en train de le faire, eh ben, il faudra s'engager à préserver le modèle. Mais moi, agriculteur à Ampleur-Puy, je suis pas naïf, hein. Je sais que si j'arrête demain, c'est pas moi qui nourris le monde, hein. Et par contre, je pense que mon modèle peut nourrir le monde demain. Aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de moi, mais demain, la manière dont on fait l'agriculture peut nous servir. Et c'est ça qui fait qu'on continue, quoi. Parce que si nous, au jour d'aujourd'hui, enfin, moi je suis en Argentine, c'est bon, hein. Vous rentrez, vous regardez vos terrains, vous regardez votre ferme, vous dites, eux ils font 3 récoltes en 2 ans, on n'arrive même pas à en faire une par an. Non mais voilà, enfin, à un moment donné, il faut être aussi lucide, quoi. Si on nous met en concurrence directe avec des zones comme celle-ci, le compte il y est pas. Après, il y a d'autres comptes. À part la production, voilà, le côté durable, ben là par contre, nous on y est. Donc préservons ça, développons ça. Enfin, je pense que c'est un peu pour ça qu'on se bat, quoi.
question n'est pas complètement pour vous, pour le coup. Est-ce qu'il existe du coup d'autres modèles pour d'autres pratiques céréalières, etc., en bilan carbone et en réduction de carbone? On a parlé de l'élevage, mais j'imagine que ce ne sont pas les seuls secteurs agricoles qui sont concernés par une réduction d'empreinte carbone. Oui, du coup, je vais répéter la question pour l'enregistrement. Donc, c'est de savoir s'il y a d'autres, si ces démarches-là, elles existent pour d'autres filières. Sur l'appel à projet de France Carbone Agri cette année, les grandes cultures sont rentrées dedans, donc avec un autre outil. Et après, je travaille pas beaucoup sur les autres filières, donc je sais pas trop. Il me semble qu'en arbo et vigne, vous voulez compléter? Oui, bonjour, juste pour vous aider à répondre à la question. Je suis donc Samuel Douville, agriculteur à Saint-Priest, céréalier, et donc engagé là depuis très peu de temps dans la démarche bas carbone. Pour répondre, il y a effectivement aussi plein de démarches qu'on peut mettre en place pour la démarche bas carbone dans la partie céréalière. Les deux piliers à laquelle on pense le plus rapidement, c'est comme vous l'avez dit un peu, c'est la suppression du labour, mais qui est pas facile à mettre en œuvre. C'est pas facile. Et la mise en place de couverts végétaux en interculture que l'on va broyer et réintégrer dans le sol avant la culture d'avant. Alors ça, c'est deux gros piliers. Il y en a plein d'autres. Et si je peux me permettre une petite parenthèse, ça rejoint un peu la démarche intellectuelle que vous avez présentée et tout l'intérêt d'entrer dans une démarche bas carbone. Moi, ce que j'ai trouvé assez incroyable, c'est qu'à partir du moment où vous faites un bilan, un diagnostic, alors nous on ne l'a pas terminé, mais on avait déjà fait des bilans carbone sur l'exploitation, on s'aperçoit en fait de certaines... certains postes que l'on n'imaginait pas être soit émetteurs de gaz à effet de serre, soit possiblement séquestrateurs de carbone. Deux petits points pour éventuellement engager le débat, et on pourra en discuter peut-être plus tard au pot. Nous, on est en agriculture biologique. On a la moitié de la ferme en agriculture biologique. On a fait un bilan avant-après. Donc il faut savoir que du coup, on a une baisse très forte de la séquestration du carbone quand on passe en agriculture biologique. Donc ça, c'est un point qui va peut-être à l'encontre de certaines idées. Et comme par exemple, on peut s'apercevoir que le compostage, parce que nous on utilise des composts du coup sur la ferme, le compostage coûte très cher en gaz à effet de serre. Donc c'est un poste émetteur de gaz à effet de serre. Donc voilà, donc ça, c'est deux exemples en fait qui permettent surtout, et je voudrais surtout rejoindre l'idée de, j'aime beaucoup votre expression sur la liberté, et c'est à partir du moment où on fait un diagnostic, on a plein d'idées, il y a certaines croyances qui tombent, ça c'est important, et après il y a plein d'idées et plein de choses qu'on peut mettre en place avec la liberté que l'on a en tant que, sur notre exploitation et en tant que chef d'entreprise. Voilà, merci. Et du coup, oui, peut-être pour finir de compléter, en fait, en viticulture, les outils se sont développés beaucoup l'année dernière suite au bon diagnostic carbone de l'ADEME. Donc, c'est un outil plus jeune, donc il n'y a pas encore de démarche de label bas carbone possible. Pour compléter la réponse sur la partie viticulture, la méthode est en cours de dépôt actuellement auprès du ministère. Et puis il y a la méthode arboriculture qui devrait aussi arriver et qui est en rédaction actuellement. Ok. Oui, j'avais une question. On est dans une région où la prairie, notamment la prairie à rotation longue, est-ce qu'aujourd'hui, certains choix ne vont pas à l'encontre des éco-régimes de la PAC, quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un moment, il faut faire des choix, vous parlez d'amener plus de légumineuses dans les prairies, ça veut dire quelque part, à un moment, ou faire du sursemis ou du labour pour avoir des rotations de prairies. Et c'est un peu contraire à l'esprit du verdissement de la PAC. Comment on fait le point entre les deux des fois? Parce que vous l'avez dit, vous ne l'avez pas fait pour la rémunération, mais il ne faut pas aussi le faire dans un sens. Vous l'avez dit, vous avez une exploitation à faire tourner, une économie, il faut qu'elle soit rentable. Est-ce que des fois, il n'y a pas des choix qui sont opposés entre des choix
voilà, Ouais. captation carbone et des choix économiques, notamment prime agricole, quoi. Tu veux, j'y vais. Juste sur l'exemple des prairies, en fait, les prairies riches en légumineuses qui ont été implantées, c'est à la place enfin, c'est pour allonger les rotations, à la place de prairies moins riches en légumineuses. Donc là, l'impact, enfin, il n'y a pas tellement de concurrence ni d'impact négatif, quoi. Nous, le gain, on l'a fait, on mettait du riz gras. On était sur du riz gras, bah voilà, sur l'impact azoté et tout. Et l'idée de passer en luzerne, ça se fait pas comme ça. Et finalement, on est passé sur prairies longue durée, donc 5 ans, où là, on a un gain parce qu'on valorise un peu mieux et on retourne moins, on a moins d'interaction. Après, si j'ai bien compris, c'est plus sur la prairie naturelle. Et là, c'est notre code conscience. Mais je dis franchement, aujourd'hui, le changement climatique nous inquiète sur la prairie naturelle. Le reste, on va se débrouiller. Je dis, enfin, on sème tout le temps maintenant. Maintenant, sur les parcelles en culture, on est tout en train de semer. Il n'y a jamais un terrain nu. Et c'est ce que mon collègue disait, on ne laisse plus de terrain nu. C'est une aberration agronomique, économique, écologique, tout. Mais le terrain nu, il ne faut pas. Je vous invite à regarder un film, c'est Bienvenue les vers de terre, il me semble que c'est un truc comme ça. Où, voilà, il faut semer, il faut implanter, il faut des racines. Après, la prairie naturelle, c'est un vrai souci et je vous invite même à venir sur la ferme dans un moment si vous avez le temps, mais je fais le tour ces jours et elles sont délabrées. Et le sursemis fonctionne très mal et le changement met à mal nos prairies naturelles. Ça va trop vite, elles n'ont pas le temps de s'adapter. Et vraiment, le problème le temps politique et le temps de l'agriculture, il n'est jamais le même. On le sait. Il ne suffit pas de décider politiquement de faire comme ça pour que ça aille. Et aujourd'hui, on le voit le problème, on le connaît. La prairie naturelle, elle est en péril. Clairement, dans nos zones du sud, elle est en péril. Et la sacraliser, c'est pas une solution. Quoi faire, je sais pas. Mais comme on fait aujourd'hui, touchez-y pas et on verra. Même dans le stockage carbone, hein, si une prairie naturelle, si elle a de prairie plus que le nom, elle stocke plus de carbone. Hein. C'est les racines, c'est la plante qui stocke le carbone, c'est pas le nom qu'il y a sur la feuille. Hein. Donc aujourd'hui, on a tout intérêt à ce que ce terrain-là, il soit garni, qu'il soit productif. Si on veut stocker, il faut des terrains productifs, il faut des terrains qui vivent. Et des prairies délabrées nous inquiètent du fait de la sacralisation du système. Et là, pour le coup, c'est pas moi qui ai la réponse. Hein. On aimerait les garder parce que c'est encore le plus simple, la prairie. Entre guillemets, on n'y touche pas. On amène un peu de fertilisation organique et on met les animaux dedans, on les ressort. Enfin, je veux dire, en termes de boulot, c'est pas mal. Hein. Sauf que aujourd'hui, ouais, on est face à un vrai problème. Et ouais, je suis désolé, là, vraiment, même moi, hein, tous les matins, si je vous fais mon cheminement, je vous disais tout à l'heure, la diminution du nombre de bêtes sur la ferme, c'est l'effet climatique hein, qui me l'impose. Hein. J'ai commencé avec plus d'animaux à l'hectare que maintenant. Hein, et je fais que diminuer. Depuis 10 ans, on fait que diminuer. Pour une chose, l'autonomie fourragère. Et on n'y est même plus. Quoi. Donc, ouais, le changement climatique, nous, on le voit, on est dedans, vous inquiétez pas. Hein. Donc, si les démarches, si on fait la promotion de ce genre de choses, c'est qu'on voit qu'il y a un truc qui se passe et qui ne va pas. Quoi. Une question, M. Baudin. Vous avez dit que vous aimez la liberté du dispositif. Marion, tout à l'heure du ministère, dit demain, ça sera plus contraignant pour atteindre les objectifs. Néanmoins, aujourd'hui, il n'y a pas de volonté, en tout cas affirmée. Il y a 2% de l'exploitation. Vous étiez leader donc, dans votre profession. En tout cas, dire je vais essayer pour porter la bonne parole, être un peu évangélisateur demain sur cette démarche bas carbone. Qu'est-ce qui fait que ça ne déclenche pas sur les exploitations aujourd'hui? Et qu'est-ce qui fait qu'à date, on a si peu d'exploitations qui s'engagent? Parce qu'effectivement, si on regarde une logique de ROI direct, 11 000 € sur 5 ans, c'est pas ça qui va déclencher. Question large. Hein. Est-ce que, comme dans le reste de la société, alors là je m'avance, hein. Je vous laisse le droit de me reprendre. Hein. Est-ce que, comme dans le reste de la société, le sens d'initiative n'est pas en diminution auprès de nos responsables d'exploitation? Est-ce qu'à force de prendre des coups, les gens ils n'ont plus envie de sortir parce que finalement on fonctionne qu'à l'obligation? La carotte elle suffit plus, maintenant il faut le coup de bâton. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Mais moi ça m'inquiète hein, aussi. Hein. Je l'ai proposé à plein de candidats. Ton truc c'est bon. Voilà, la réponse je vous l'ai dit. Ton truc c'est bon. Il y a zéro risque. Vas-y, il y a zéro risque. C'est bon. Et deuxième chose que je voulais rajouter, un ou deux collègues qui m'ont dit non mais c'est bon, nous on va encore faire le boulot.
on va compenser pour ceux qui polluent? Ah non, sans moi. Donc il faut quand même qu'on ait ça aussi en tête. On n'est pas là pour faire à la place des autres. Il faut que chacun fasse son chemin. Et nous, on compensera ce qui est, entre guillemets, incompressible pour les autres. Et si on l'amène comme ça, on aura déjà... Ben, j'irai chercher les deux qui m'ont dit ça, quoi. Mais vraiment, il faut que politiquement, on soit carré. Mais j'en reviens tout à l'heure, on va durcir. C'est ne pas avoir à écouter la demande de la profession. Il nous faut des choses agiles. On est face à un climat qui change, on est face à une conjoncture qui change. On ne peut pas mettre un cadre rigide. Enfin, je veux dire, c'est juste impossible, quoi. Sinon, vous mettez à mal l'outil économique, c'est tout. Après, si politiquement, ça ne dérange pas de mettre l'outil économique à mal, moi, ça me dérange. Et c'est pour ça que, notamment, je ne vais pas dans les MAOC. C'est pas que j'y crois pas, puisque je suis allé là-dedans. C'est cet aspect liberté de choix d'entreprise. J'avais une question. Samuel nous a dit tout à l'heure dans l'introduction que le premier motif des gens qui s'engageaient, c'est communiquer positivement. Les gens qui rentrent dans cette démarche, c'est aussi pouvoir communiquer. Et concrètement, vous, qu'est-ce qui s'est fait en communication vis-à-vis du grand public? Est-ce qu'il y a un grand panneau sur la ferme en disant ferme labellisée bas carbone? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait là-dessus ou c'est de l'entre-soi, c'est-à-dire ok, vous l'avez fait, mais ça se sait pas, quoi? Bah, il y a déjà ma satisfaction personnelle. C'est déjà pas mal. Oui. Non, mais et si à la fin il y a un panneau, hein, si je dis pas de bêtises, je suis comme beaucoup d'agriculteurs, je dois pas être très bon en com en fait. Non, ouais, il y a ce moment-là maintenant. C'est parce que si je m'étais pas lancé, je serais en train de faire mes clôtures, hein, parce qu'il fait beau, hein, je sais pas si vous avez vu. Voilà, il y a un moment d'échange. Je me suis lancé dans la démarche, et ben, je viens raconter ma vie. Hein, je vous dis ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de pas bien. Et si on est plusieurs, et ben, on le fera plus souvent. Mais en termes de communication formalisée, c'est vrai que Cap 2R, il bénéficie peut-être pas d'une vue médiatique comme on peut avoir le bio ou la HVE. Alors parfois, c'est pas grave parce que vu la HVE, ce qu'elle prend dans la tête en ce moment, la pauvre, c'est peut-être pas grave. Mais non, mais c'est peut-être un problème. Voilà, c'est l'outil d'amélioration de l'élevage. Et les éleveurs sont pas réputés pour être des super communicants. C'est peut-être des taiseux, mais c'est pas des bons communicants. Mais c'est un truc génial parce que ça allie performance économique et environnement et c'est une source de motivation parce que des fois dans une carrière, eh ben, on a des moments où on veut se retrouver des challenges et ben ça c'en est un, Cap 2R c'en est un. Donc bah, j'essaye de vous le vendre là, mais je sais pas si j'y arrive. Oui, et après, peut-être ceux qui se saisissent un peu plus de la question de la communication, c'est les vendeurs directs notamment qui peuvent voilà, en parler directement avec leurs clients. Et puis dans le diagnostic, il y a aussi un volet performance nourricière. Donc combien de personnes je nourris à l'hectare en protéines grâce à ce lait et cette viande produit. Et donc ils peuvent aussi communiquer un peu là-dessus. Juste pour finir, vous êtes peut-être des très bons relais pour communiquer. On est peut-être à bout de nos relais, nous. Enfin, moi, quand j'échange, c'est avec entre guillemets, la presse professionnelle, que je dénigre pas, bien au contraire. Hein. Mais on est dans un cercle peut-être un peu fermé. Et peut-être que vous pouvez nous amener à élargir ce cercle. Hein. Là, je lance une bouée, hein, mais... Bonjour, Gilbert Chavas, je suis responsable de la filière fruits régionale. Mais moi, le sujet, et je suis aussi élu sur une intercommunalité, je pense que l'agriculture peut être aussi rendre service à la société aussi en zone préurbaine. On a commencé à travailler sur Vienne Condrieu Aglo par rapport au sujet des résidus végétaux, des déchets végétaux, et l'apport de ces déchets sur des exploitations. Alors, nous, c'est fruitière. En particulier sur ce territoire, mais il y a le sujet dans les communes de tous ces déchets, et puis il y a l'apport de matière dans les vergers. Je pense que c'est un intérêt. Après, c'est la coordination, mais je pense que c'est un bel outil de communication entre l'agriculture et des territoires, parce qu'en fait, c'est valorisant pour tout le monde. Tout le monde se pose des questions, mais je pense que la réponse, elle est globale. Elle n'est pas particulière qu'à l'agriculture, elle n'est pas particulière qu'aux intercommunalités, aux communes. Mais je pense qu'il faut aussi derrière des financements, parce que bon, on a fait la démonstration d'un broyeur qui vaut presque 500 000 euros. C'est pas un agriculteur qui va l'acheter, c'est pas une commune non plus. Et la gestion, la logistique de ce sujet, le transfert des compétences, mais aussi le transfert de la matière, est quelque chose aussi qui peut paraître, alors tu le disais bien,
c'est pas toujours, c'est pas bon, forcément. Mais bon, il faut savoir où on met le curseur dans ce qui est bon ou pas bon pour une société qui a envie de s'équilibrer par rapport à un développement durable. Et ça, je pense que c'est un sujet qui est un bel outil de communication, mais pour nous tous. Là, je peux témoigner là-dessus parce que sur non, sur le broyeur à Ligneux, ils sont venus sur notre ferme et quand ils ont fait la tournée. On avait récupéré depuis plusieurs années tous nos branches d'élagage et nos déchets ligneux. On les a broyés, on les a mis en litière pour nos génisses. C'est environ 10 tonnes de paille qu'on n'a pas acheté en fait. Autrement, c'était une allumette et l'allumette. Voilà. Non mais voilà, mes collègues, ces jours, je vous défie de faire un tour d'horizon. Il y a des nuages de fumée, on se croit chez les Indiens. Hein. Donc voilà. Où on y va, où on n'y va pas, mais si on n'y va pas, on va pas être très bon derrière. Il faut, ouais, là, sur ce projet-là, il y a plusieurs freins parce qu'on cherche à créer une plateforme. Il faut trouver le site, mais ça, on va trouver. Mais centraliser les branches, le sécuriser, le site, enfin, c'est des détails techniques. Hein. Là, on est vraiment sur le détail. Hein. Mais c'est pour ça que ça avance pas, quoi. Ne serait-ce que gérer le stockage. Enfin, la plateforme, l'avenir propre. Ça, Toutes ces idées, la profession, on les a en tête. On les connaît, les enjeux, les défis, les services à rendre, enfin les externalités positives, comme on dit souvent, on les connaît. Hein. Tout n'est pas simple. Mais je pense que notre profession, elle fait sa part. Hein. Qu'on le veuille ou non, je crois qu'on fait notre part de service à la société. Hein. Je me défie quand il neige, quand il brûle, quand il je sais pas quoi. L'agriculteur, il est toujours au rendez-vous. Non, mais je veux pas me faire gonfler les chevilles là, mais c'est un fait. Hein. mais les agriculteurs sont des gens qui sont très simples dans leur vision des choses, mais de temps en temps on nous la complique et c'est pas toujours facile. C'est pas une question, c'est un constat. En fait, quand je vois tout ça, je me dis qu'aujourd'hui on est agriculteur, moi je suis producteur, on est toujours là pour produire, mais on réfléchit plus à gagner notre vie en vendant notre produit, on réfléchit à essayer de gagner en vendant du carbone, en produisant moins cher, et ce qui est très très important pour moi d'être écologique, pas de problème là-dessus. En revanche, nos politiques ne se posent pas la vraie question de la concurrence déloyale aujourd'hui, parce que c'est un vrai problème. Notre agriculture française, elle doit continuer à progresser et être leader, il n'y a pas de discussion là-dessus. En revanche, quand on rentre aujourd'hui dans un magasin à des biocopes ou d'autres, on voit des champignons qui viennent de Pologne, qui sont produits avec des choses qu'on n'utilise plus depuis 10 ans ou 15 ans en France, et ça choque personne. Enfin, moi, je suis pour qu'on aille là-dedans. Il faut aussi que nos politiques ils écoutent un peu la base, parce qu'aujourd'hui, on sort un petit peu hors sol quand même. Ah bah, je peux qu'abonder dans le sens. Hein. Moi, j'ai pas entendu tout à l'heure, hein, mais si le ministère a dit qu'on va durcir le truc, faites. Qu'est-ce que je vous dise? Faites. Durcissez. Puis ça sera plus 2%, ça sera 0,5. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a plus d'agriculteurs ou de viticulteurs ou de gens qui y vont. On a des labels tout le temps, des contrôles tout le temps, la DRAF, les SVE, les machins. On passe notre temps à remplir des papiers. Notre métier, c'est de produire. Et on n'est pas fou, on a envie de produire propre. Sauf qu'aujourd'hui, laissez-nous bosser. Il y a un moment. Pour l'histoire, j'ai 2 collègues qui étaient en production laitière bio qui ont abandonné au-delà du prix. Hein. Il me dit, produire pas cher, on avait l'habitude avant. Mais être contrôlé et en plus avoir les contraintes et produire pas cher, non, là, ça fait trop. Alors, on dérape un peu, là, peut-être, non? Faut peut-être pas y voir comme une contrainte. Je pense qu'on est au terme d'une façon de produire techniquement. Je trouve faut qu'on réinvente de nouvelles techniques et c'est dans ce schéma-là. Quand on parle de réduction d'intrants, mais j'arrive pas à me poser la question si on n'est pas déjà trop en retard. Parce que moi je suis viticulteur aussi. Couverts végétaux, aujourd'hui ils sont en train de crever les couverts végétaux. D'habitude, les couverts végétaux, on servait de la pluie l'hiver pour les faire pousser. Donc on était en vigne enherbée, on arrête les vignes enherbées parce qu'il y a trop de contraintes hydriques par rapport à la vigne. On veut passer sur les couverts végétaux, on essaye de trouver des solutions. Et aujourd'hui, on se pose la question si demain, les couverts végétaux, ça sera la solution. Il me semble même que l'année dernière, il y avait des débats à arroser la vigne. L'année passée au mois d'août. Mais voilà. Mais Ça peut être une solution avant d'avoir l'irrigation dans toutes les vignes. Je pense que ça peut être une évolution technique. Et le
gain le plus important, c'est l'évolution technique qu'on peut avoir, changer nos schémas. Si aujourd'hui, au lieu de continuer à, je dirais, à transfuser la plante, il faut peut-être qu'on travaille nos sols, enrichir nos sols, augmenter le frigo qui est dans le sol pour faire en sorte qu'on utilise moins d'intrants et que ça nous coûte moins cher. C'est là le vrai gain pour moi. Et la communication. Ça rejoint en gros à faites-nous confiance, quoi. Enfin, il me semble qu'il y a des questions de bon sens et vous le voyez, votre vigne elle souffre et vous allez tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien. Et ben si entre-temps vous avez une réglementation qui vient vous sacraliser le truc, il faudra faire un choix où on n'est pas maître de tout. Enfin, moi c'est le constat que j'en fais, on n'est pas maître de tout et on fait comme on peut, quoi. Mais moi, je dis bien, hein, je veux bien cocher toutes les cases si j'ai pas à lutter avec un lait de je ne sais où, produit par je ne sais qui, quoi. Ça manque de référentiels techniques. On aurait meilleur compte d'avoir des référentiels techniques sur les possibilités d'évolution que d'avoir des contraintes réglementaires. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on clôture cette conférence Ouais, au fond. Je sais pas si je suis la bonne personne pour Est-ce que tu répondre. peux répéter la question et répondre juste après? J'ai fait quoi? Est-ce que les laiteries sont intéressées par la démarche qu'on met en place? Oui, ils sont très intéressés. Oui. Ils sont très 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 intéressés parce qu'aujourd'hui une activité économique industrielle notamment émet forcément par la collecte du lait, par la transformation et par la redistribution. Donc on est en discussion, hein, au sein de l'interprofession à dire comment on répartit la valeur, quelle valeur a ce stockage. Et finalement, il ne faut pas que ça soit un bien acquis pour les entreprises laitières en disant nous on peut émettre parce que nos producteurs ils stockent. Non, c'est pas vraiment comme ça, hein. Aujourd'hui, c'est un marché. C'est bien le but, hein. Il y a un marché du carbone et puis si vous voulez compenser, vous faites comme tout le monde. Vous compensez économiquement, mais c'est pas acquis, c'est pas inné, quoi. Et ouais, la pilule n'a pas très bien passé au début, puis maintenant on y arrive. Mais on ne peut pas demander aux producteurs de faire des efforts gratos. Enfin, si, on a déjà demandé, mais là, ça suffit. Je sais pas si c'était la bonne réponse, mais des fois, le corps prend un peu. En fait, il y a déjà des laiteries qui ont payé les diagnostics aux agriculteurs, les CAP 2R, il y a quelques années. Non, c'est l'interprofession et la région qui a aidé au financement des diagnostics et la laiterie est déployée sur les territoires. Je me trompe pas? Moi je suis à coopérative, il y a la route du lait, donc c'est une démarche qualité, et que si on a fait notre cap 2R, si on rentre dans une démarche bas carbone, ça nous rajoute des points, ça nous fait des termes d'accessibilité à la démarche qualité. Donc on a une compensation financière de quelques euros 1000 litres pour si on rentre dans la démarche. Sodial. Donc on a une compensation de 3 euros. Moi, en rentrant dans la démarche 2, j'ai 3 euros 1000 litres. Ça paye le diag. On va juste devoir arrêter, même si c'était hyper intéressant. Et merci pour le témoignage, Michael, et Thaïs aussi pour la mise en contexte. On va passer à la deuxième conférence. Donc, si ceux qui changent de salle, vous pouvez y aller. Ceux qui sont dans la même salle, on va faire une petite pause, le temps de changer d'intervenant. Et on se retrouve dans moins de 10 minutes. C'est ça? Moins de 10 minutes ici. Et merci à tous les deux. Et du coup, juste, on avait préparé des petits documents sur le label, donc comment ça se passe, les gains pour les agriculteurs, tout ça. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez venir les chercher là sur le pupitre.